Hello tout le monde, bienvenue sur YouCrim, je suis Lila. Et moi Lilia. Et nous sommes les YouCrim Sisters. Cette semaine direction le Canada pour notre plus grand plaisir. On fait un coucou à tous nos abonnés canadiens. Cette semaine donc nous allons vous parler d'un cas qui ressemble à peu près à celui des disparus de Busan. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a été filmée par de nombreuses caméras de vidéosurveillance et qui a disparu mystérieusement sans laisser de traces. Voilà. Et là commence le mystère. Aujourd'hui, la triste histoire de Michaela Bailey. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos inédites. Direction la province de Saskatchewan au Canada et plus précisément dans la ville de Yorkton. Le 12 avril 2016 est un jour comme un autre pour Michaela Bailey, une lycéenne de 16 ans. Elle vit avec sa mère célibataire, sa tante, ainsi que son petit frère et sa petite sœur. Elle s'est levée comme à son habitude tôt le matin, en même temps que sa mère. Alors qu'elles se préparaient, mère et fille discutaient de ce qu'elles allaient faire de leurs journées respectives en écoutant de la musique. Et comme chaque jour, sa grand-mère est passée les chercher en voiture. Elle a d'abord déposé la mère de Michaela à son travail, puis Michaela à son lycée à 8h08 précise du matin. Et la grand-mère a prévu de la récupérer à 15h40 à la fin de sa journée de lycée pour l'emmener à ses cours de musique. Et on va tout de suite se pencher sur la personnalité de Michaela. Voilà ce que dit son entourage sur elle. Elle est décrite comme quelqu'un de gentil, doux et discret. D'un commun accord, elle aimait que les autres se sentent à l'aise auprès d'elle. Elle était à leur écoute et n'hésitait pas à les aider au besoin. Elle aimait prendre soin des autres, comme ce jour où elle avait appris à jouer de l'accordéon tout spécialement pour faire plaisir à sa tante le jour de son anniversaire. D'ailleurs, elle adorait la musique. Elle jouait du violon, faisait aussi du théâtre. Plus tard, elle souhaitait devenir vétérinaire ou travailler auprès des enfants, en somme. Un avenir brillant lui tendait les bras. Mais bon, on le sait, la période de l'adolescence est toujours une période un peu difficile. Comme beaucoup d'adolescents de son âge, elle avait de l'acné, alors elle n'échappait pas aux moqueries de certains de ses camarades de classe. Et comme pour se protéger, elle se renfermait davantage sur elle. Mais elle venait de commencer un traitement contre l'acné, pour son plus grand bonheur d'ailleurs, alors prenant son mal en patience, elle cachait ses boutons avec d'épaisses couches de fond de teint. Revenons maintenant à notre histoire. Comme convenu en fin de journée, sa grand-mère vient la chercher à la sortie de l'école, mais surprise, Michaela n'est pas là. Et sa grand-mère s'inquiète immédiatement car ça ne lui ressemble pas. Jamais auparavant, elle ne lui avait posé de lapin. Sa grand-mère s'est donc dit qu'elle était peut-être encore au lycée. Elle est rentrée, a parlé à plusieurs élèves et professeurs et tous lui ont dit qu'ils ne l'avaient pas vue depuis le matin, pire même, qu'elle n'avait assisté à aucun des cours de la journée. Sa grand-mère est étonnée, elle prévient la mère, elle est aussi étonnée car habituellement Michaela ne manquait jamais l'école, persuadée qu'elle est en cours, elle se rend donc à son tour à son lycée, mais elle ne peut que constater que sa fille n'y est pas. Elle se précipite alors à son cours de musique, peut-être qu'elle est là-bas. Michaela était très assidue, il faut dire qu'elle se faisait une joie de participer à un récital qui approchait à grands pas. Elle avait donc passé une grande partie de la nuit précédente à répéter. Mais elle n'y est pas. Et l'inquiétude monte, car Michaela ne répond à aucun des SMS ou appels de sa famille. Sa mère se dit que peut-être que sa fille est partie volontairement, qui sait, elle a un bon moyen de le savoir, elle cache à la maison une certaine somme d'argent et Michaela sait où elle est. Elle avait dit à sa fille de se servir si un jour elle en avait vraiment besoin. Alors on imagine que si elle était effectivement partie de son plein gré, elle se serait servie, mais non, la somme est toujours là, au centime près. L'inspection rapide de la chambre de Michaela donne à sa mère et à sa grand-mère quelques indices. Il y a toujours son chargeur de téléphone, son maquillage et même son traitement contre l'acné. Pour elle, c'est sûr, elle ne comptait aller nulle part, sinon elle aurait embarqué tout ça. À 20h et toujours sans nouvelles, sa mère s'en va déclarer sa disparition à la police de Yorkton. La police ne tarde pas à mener l'enquête et l'enquête commence bien entendu par le dernier endroit où elle a été vue, c'est-à-dire le lycée Sacré-Cœur. Les inspecteurs demandent à voir les caméras de surveillance. On peut voir Michaela entrer dans le lycée, ouvrir son casier, y déposer ses affaires, mais à 8h25, moins de 20 minutes plus tard, elle s'en va par la porte arrière du bâtiment. Les officiers interrogent les professeurs et amis de Michaela, en particulier ses deux meilleures amies, Shelby
et Oksana. Tous les informent qu'elle n'a pas assisté, sans qu'ils ne sachent pourquoi, au cours de la matinée, mais qu'elle est revenue à l'heure du déjeuner avant de repartir, toujours sans assister, au cours de l'après-midi. Étrange, peut-être que ses amis ou professeurs ont remarqué quelque chose de particulier chez elle. Les jours précédant sa disparition, se disent les enquêteurs. Alors interrogé, un de ses professeurs dit que la veille, elle avait l'air bizarre comme inquiète ou de mauvaise humeur, mais il ne s'est pas attardé plus que ça là-dessus, car après tout, les lycéens qui traînent du pied pour aller à l'école, c'est monnaie courante. Ses meilleures amies Oksana et Shelby disent qu'elles étaient allées manger toutes ensemble la veille de la disparition de Michaela dans un fast-food. Michaela leur avait alors raconté qu'elle avait rencontré un jeune homme en ligne, un certain Josh. Elle avait l'habitude de chatter avec des inconnus sur Internet via plusieurs réseaux sociaux et applications. Elle en avait même rencontré plusieurs par le passé. Et comme c'est quelqu'un de timide, c'était plus facile pour elle de nouer ainsi des relations. Elle a dit que Josh et elle discutaient souvent ensemble. Elle a précisé qu'ils ne s'étaient encore jamais rencontrés, mais quand Shelby l'a questionnée pour essayer d'en savoir plus, eh bien Michaela a refusé de lui en dire plus. La conversation s'était terminée sur l'envie de Michaela de se rendre dans la ville de Regina, Moose Jaw ou bien encore Prince Albert. Elle n'a pas dit quand elle voulait y aller ni avec qui, et ses amis ont simplement pensé que plus tard, à l'âge adulte, elle s'en irait d'Yorkton, une ville qu'elle trouvait petite et peu animée. Mais ce n'est pas tout, puisque plus tard, ce même jour, elle a parlé à Amy, une autre de ses amies, d'un autre garçon, un certain Christopher, toujours rencontré sur Internet. Il était prévu qu'il vienne dans la province de Saskatchewan pour la voir. C'est ce qui a fait penser Amy qu'il habitait hors de Saskatchewan. Elle l'avait alors mise en garde contre ce type de rencontre, d'autant plus qu'elle n'hésitait pas à communiquer son adresse ou bien encore celle de son école. Et les enquêteurs ont alors une piste. Ils apprennent donc que Michaela utilisait les réseaux sociaux et applications du moment pour chatter avec des inconnus tels que Snapchat, Instagram, Facebook ou encore Kik, une application où on ne peut même pas filtrer ceux qui souhaitent nous parler. Et c'est compliqué pour les enquêteurs, déjà qu'ils ne savent pas via quelle plateforme elle a rencontré ce Christopher ou ce Josh, sans compter qu'ils n'ont aucun moyen de retracer les personnes avec qui elle est entrée en contact, car ce qui fait l'attrait de la plupart de ces applications, c'est qu'elles sont cryptées. Donc les appels et messages ont une courte durée de vie avant d'être effacés à jamais, et les autres sont confidentiels, donc impossible pour aux enquêteurs de creuser la piste Internet. Oksana apprend aussi aux enquêteurs que toujours la veille, après sa journée de cours, elle lui avait demandé si elle pouvait la conduire à la banque TD le jour suivant, soit le jour de sa disparition. Elle ne lui a pas dit pourquoi, elle lui a simplement dit qu'elle avait quelque chose de très important à faire. Oksana a accepté. Tout de suite après cette conversation et en attendant le lendemain, Michaela avait appelé le service client de la banque TD en ligne avec un conseiller client. Elle a vérifié son solde et a transféré 25 $ de son compte épargne à son compte courant. Le soir même de 20h50 à 21h30, elle a envoyé des messages à plusieurs personnes de son entourage, à son ex-petite amie, à Amy, ainsi qu'à Shelby. Elle avait envoyé comme message à Amy qu'elle avait besoin d'aide, mais quand Amy lui a demandé pour quelle raison, elle ne lui a jamais répondu. Elle a ensuite envoyé des messages à Shelby, dans lesquels elle disait qu'elle avait de la peine pour un garçon, qu'elle était en train de pleurer et qu'elle était vraiment en colère. Malheureusement, elle ne lui a rien dit de plus. Puis, elle a envoyé des messages à son ex-petite amie pour lui dire qu'elle n'était pas heureuse et qu'elle pensait partir à Regina pour quelques jours. Le jour suivant, soit le matin de sa disparition, comme je vous le disais, sa mère n'avait rien remarqué d'anormal chez sa fille. Les enquêteurs apprennent cependant qu'elle a appelé Oksana ce matin-là pour lui demander si elle pouvait venir la chercher immédiatement pour la conduire à la banque avant l'école. Oksana lui a dit, et a raison, que la banque ne serait probablement pas ouverte avant 8h. Sa réponse a de toute évidence inquiété Michaela, qui lui a demandé quand est-ce qu'elle pourrait alors l'y emmener. Vous connaissez la suite, un peu plus tard sa grand-mère est venue la chercher pour l'accompagner à l'école, puis ensuite Michaela a quitté l'établissement et ensuite c'est le trou noir. Mais par chance, les enquêteurs ont des alliés de taille dans cette enquête. Il leur est possible de retracer le parcours de la jeune femme,
grâce aux multiples caméras de vidéosurveillance qui jalonnent son parcours. On peut donc la voir déposer ses affaires dans son casier, et chose qui peut paraître banale au premier regard, mais qui ne l'est pas, on peut voir Michaela porter un sac à dos qui a l'air bien rempli. Or, on sait qu'elle avait pour habitude de porter ses affaires de classe dans un sac à main, ne prenant que le nécessaire et laissant le reste dans son casier, en tout état de cause. En sortant, elle part vers l'est sur la rue Smith-West, puis tourne sur la rue Broadway et se rend à la TD Bank. Elle arrive avant l'ouverture de la banque à 8h51. On peut la voir sur les caméras de surveillance qui attend devant l'établissement. Elle discute au téléphone. Dès que la banque ouvre, elle fait un retrait de 55 $. Une fois sortie, on peut voir qu'elle est à nouveau au téléphone. Les policiers se disent qu'il n'y a plus qu'à demander ses relevés téléphoniques pour savoir avec qui elle parlait et peut-être ainsi remonter à une personne d'intérêt. Mais après renseignement, il s'avère qu'il n'y a aucun appel qui a été passé ou reçu sur sa ligne téléphonique, ce qui veut dire que ces appels ont sûrement été passés via l'une de ces applications. Et encore une fois, comme la plupart sont cryptés et confidentiel, impossible de savoir. Quoi qu'il en soit, après avoir retiré l'argent, Michaela a traversé la rue pour se rendre dans un magasin appelé Terry's Pawn Shop. C'est un magasin qui récupère les bijoux d'occasion. Interrogé, le propriétaire a dit qu'elle avait fait évaluer une bague, mais jugeant sa valeur trop faible, il avait refusé de la lui acheter. Les enquêteurs lui demandent si Michaela avait l'air bizarre, mais non, il se souvient qu'elle avait l'air tout à fait normale. Ensuite, 5 minutes plus tard, elle est vue dans un Tim Horton où elle a acheté un café. Elle est ensuite allée s'asseoir et a une nouvelle fois utilisé son téléphone. Vers 9h23, Michaela s'est levée. Il semble qu'elle fait des allers-retours puisqu'elle est sortie par la porte principale de l'établissement pour ensuite re-rentrer à l'intérieur pour sortir ensuite par une autre porte. À 9h40, on peut la voir passer devant le magasin Giant Tiger. Elle revient ensuite devant le Tim Horton. Elle est à nouveau au téléphone. Il est alors 9h49 lorsqu'elle entre à nouveau dans le magasin pour s'y asseoir. Vers 10h20, Michaela envoie un message à son amie Shelby. Dans ce message, elle dit simplement « Hey, j'ai besoin de ton aide ». Shelby dira le lendemain aux enquêteurs que si elle ne lui a pas répondu, c'est parce qu'elle avait oublié son téléphone à la maison. Dans la demi-heure qui suit, c'est à 6 reprises que Michaela sera vue au téléphone. À la suite de ça, et sans réponse de son amie Shelby, elle lui envoie « Peu importe, j'ai compris ». Ensuite, elle sort à nouveau du Tim Horton. Elle a à nouveau passé plusieurs appels jusqu'à 10h43. On peut la voir qui regarde autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un du regard. Puis on la voit accoster une femme qui est attablée non loin. On les voit parler ensemble un court instant avant que Michaela ne s'éloigne. Les officiers de police réussiront par chance à retrouver cette dame et interrogée, elle explique que Michaela lui a demandé si elle pouvait l'aider à réserver une chambre d'hôtel, ce à quoi la femme a répondu par la négative. Et comme l'adolescente ne lui a pas donné plus de détails, cette femme ne sait pas si Michaela avait besoin d'argent pour prendre la chambre d'hôtel ou si elle lui demandait simplement son aide, étant mineure, donc trop jeune pour louer seule une chambre d'hôtel. Les officiers lui demandent si l'adolescente avait l'air contrariée ou stressée, mais non. Encore une fois, et comme avec le prêteur sur gage, elle est partie en la saluant très calmement. Michaela est ensuite retournée à sa table, elle a à nouveau passé un coup de fil et presque immédiatement elle a quitté le Tim Horton. Et ensuite impossible de retracer exactement son itinéraire. On suppose qu'elle a marché en direction de son lycée en multipliant les appels. On sait de sources sûres qu'elle a envoyé un message à Shelby lui disant « On se verra à la cantine » à 11h30 et environ une demi-heure plus tard, vers midi, elle est arrivée au lycée. Elle n'y restera qu'un court instant. Des camarades avec qui elle a discuté ont dit qu'elle comptait prendre un bus pour partir en vacances dans la ville de Regina. Ils se sont séparés, mais ses camarades ont observé quelque chose d'étrange. Contrairement à son habitude, elle avait 2 téléphones portables sur elle. Alors une question se pose. Utilisait-elle les applications pour téléphoner ou utilisait-elle ce téléphone inconnu? Impossible à savoir. Puis ensuite, elle est partie sans passer par la cantine. Elle s'est dirigée vers un arrêt de bus. Malheureusement, à partir de là, ses faits et gestes sont moins bien documentés car il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la zone. Les enquêteurs n'ont pu alors que se baser sur des témoignages oculaires.
Un employé de l'arrêt de bus a affirmé avoir vu Michaela en matinée, impossible pour lui de se souvenir de l'heure. Il ne peut donner qu'une fourchette, c'était entre 10h et midi. Mais au vu de ce qui a été filmé, on pense que c'est aux alentours de midi, juste après avoir quitté le lycée. Elle s'est présentée au guichet de vente de tickets pour demander l'horaire du prochain bus pour Regina. L'employé lui a alors répondu qu'il partait vers 17h. Et Michaela, qui n'avait pas l'air d'être intéressée, n'a pas pris de ticket. Ensuite, elle devait avoir faim puisqu'elle a acheté dans un café de la gare une poutine. On ne sait pas quand exactement, mais elle aurait quitté l'établissement entre 13h et 13h45. Et la chance va enfin sourire aux enquêteurs puisque l'une des personnes qui était présente se souvient de l'adolescente et a dit qu'elle n'a pas quitté le café seule. Elle était en compagnie d'un homme. Et cet homme a laissé un lourd indice derrière lui, puisqu'il avait une grosse croix enflammée tatouée à l'arrière de son avant-bras. Sur la description du témoin, des policiers vont faire un dessin et lancent un appel à témoins. Quiconque reconnaît cette personne doit se présenter au commissariat le plus proche, et ça va marcher. Quelqu'un se présente et sait qui est cet homme. Incroyable. Les enquêteurs n'ont jamais été aussi proches du but. Et l'homme qui se présente est en fait celui qui a le tatouage. Il s'est reconnu. Il était bien dans la boutique, mais il a simplement tenu la porte à Michaela. Ils sont juste sortis en même temps. Et un témoin, voyant la scène, a confondu. Et effectivement, après vérification, il a un alibi. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Les officiers sont dépités, car c'était là leur dernière chance de la retrouver grâce au témoin. Car après ça, une fois qu'elle a quitté le café, plus personne ne l'a vue. Elle s'est comme évaporée. Et le tout dernier indice, peu rassurant, est fourni par l'opérateur téléphonique de l'adolescente le lendemain, sur le 13 avril. Il s'avère qu'à 18h51 précise, le téléphone de Michaela a été éteint. Et précisons que l'opérateur est en mesure de dire de quelle façon il a été éteint. Il ne s'est pas éteint seul par manque de batterie, mais quelqu'un a volontairement coupé le téléphone. Et ce sera là la dernière activité notable. Il n'y aura plus aucun mouvement sur son compte, sur sa ligne ou sur ses réseaux sociaux. Nous savons donc que Michaela avait un peu moins de 55 $ sur elle, si on prend en compte le café et la poutine qu'elle a achetée. Et après ça, silence radio. Et plus aucun indice ne viendra aider l'enquête. Et pourtant, de nombreuses personnes vont se manifester auprès des autorités pour donner des informations. Mais aucune de ces informations ne sera concluante. Et les enquêteurs, il faut le dire, n'ont pas ménagé leurs efforts pour retrouver l'adolescente. Ils se sont intéressés de plus près aux différents hôtels qu'il y avait près de l'endroit où la jeune femme a disparu. Ils ont donc montré sa photo dans différents établissements, mais ça n'a rien donné. Mais beaucoup se sont plaints, car il semblerait que les officiers n'ont regardé que les hôtels de la ville de Yorkton. Or, il aurait été aussi peut-être plus intéressant de regarder ceux de la ville de Regina, et plus largement ceux des villes où elle désirait aller, Moose Jaw, Prince Albert, etc. Les enquêteurs ont sondé un lac situé dans les environs du lycée Sacré-Cœur. C'était à la suite d'un tips venant d'une voyante qui avait affirmé être entrée en contact avec l'esprit de Michaela. Cette dernière lui aurait indiqué être décédée et qu'elle était dans l'étang derrière son école. Mais rien. Les jours et les semaines vont passer sans qu'il n'y ait aucune avancée. Sauf que 3 mois plus tard, Shelby va contacter la police. Elle indique que le jour de la disparition de Michaela, elle lui avait envoyé un message sur Snapchat lui demandant où elle était. Il n'avait jusqu'à présent jamais été ouvert. Pour ceux qui ne le savent pas, sur Snapchat, il y a une notification quand on consulte un message, quand on l'ouvre, indiquant à son interlocuteur qu'on a ouvert le message. Sauf que 3 mois plus tard, donc, Shelby a reçu une notification indiquant que son message a été ouvert. Malheureusement, les autorités n'ont aucune preuve que la personne qui a bien ouvert ce message est Michaela. On sait juste qu'une personne ayant ces codes a consulté ce message. Et les autorités ont mis pas moins de 10 mois avant d'avoir accès aux réseaux sociaux de Michaela. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est un total gâchis, car c'est par ces moyens que Michaela communiquait avec de nombreuses personnes. Les réseaux sociaux semblaient être la clé de voûte de cette affaire, et ça a pris autant de temps car les réseaux sociaux étaient hébergés aux États-Unis. Or, Michaela
a disparu au Canada, qui dispose donc d'une toute autre législation en matière de confidentialité. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs ont pu observer que tous les réseaux sociaux étaient toujours là, certes plus actifs depuis 10 mois, à l'exception du message ouvert sur Snap, mais qu'aucun n'avait été supprimé. L'un d'entre eux va tout de même intriguer les enquêteurs, c'est l'un de ses comptes Instagram. Il semblerait qu'elle en avait plusieurs et il s'avère que celui-ci n'avait aucune photo, comme si elles avaient toutes été supprimées. Pourtant, il y avait un nombre assez important de followers. Or, qui suivrait un compte Instagram sans aucune photo? Ça n'a pas de sens. Et plus perturbant encore, sur la biographie de présentation du compte, il y avait simplement écrit « Goodbye », qui veut dire « au revoir ». Et en dépit des efforts des enquêteurs, rien de concluant n'a pu être trouvé, notamment à cause de la configuration de certains réseaux sociaux qui faisaient, comme je vous le disais, que les informations avaient une durée de vie limitée. Voilà ce qu'il en est de l'étude de ces réseaux sociaux. Quant à son entourage, il est pour le moins déconcertant. On sait que la jeune fille avait posté peu de temps avant sa disparition sur Snapchat ce message. « Je cherche des amis sur Snap car je n'en ai pas dans la vraie vie. Ajoutez-moi, mais ne m'envoyez pas de photos vulgaires, je cherche juste un ami. » Ce à quoi sa mère avait répondu avec certitude qu'elle avait pourtant de très bons amis. Mais aucun de ces très bons amis n'a participé aux recherches pour la retrouver. Et la majorité d'entre eux avaient même l'air blasés et peu concernés quand les enquêteurs les avaient interrogés dans le cadre de l'enquête. Même son école se sentira peu concernée, puisqu'il a été refusé de laisser un siège vide en son honneur le jour de la remise des diplômes de ses camarades. Et à ce jour, 4 ans après, la lycéenne n'a toujours pas été retrouvée et plusieurs théories sur ce qui a bien pu lui arriver sont possibles. La première étant la fugue. Michaela semblait se sentir seule et avait des envies d'ailleurs, ce qui expliquerait peut-être les retraits d'argent et sa tentative désespérée de vendre sa bague. Mais alors, si c'est le cas, si elle avait besoin d'argent pour s'enfuir, pourquoi ne s'est-elle pas servie dans la cagnotte de sa mère destinée aux urgences? En tout cas, ça expliquerait le sac à dos qu'elle avait sur elle et rempli qui plus est. Mais tout semble montrer quand même qu'il ne s'agissait pas d'une fugue et qu'il s'agissait uniquement de la journée et que probablement, si elle en avait la possibilité, elle serait rentrée à l'heure au lycée au moment où sa grand-mère allait arriver. La preuve est qu'elle n'a ni pris son chargeur de téléphone, ni son maquillage, ni même son traitement contre l'acné qui lui tenait tant à cœur. Autre théorie que vous pouvez trouver sur internet, elle voulait retrouver son père. Il s'avère qu'elle ne connaissait pas son père, elle ne connaît ni son identité, ni où il habite, ni ce qu'il fait. Elle aurait dit à certains de ses camarades qu'il était mort, elle aurait dit à d'autres qu'il était bel et bien en vie et qu'elle le cherchait. Un certain Rick s'est manifesté, il a dit qu'il pense être le père de la jeune fille. La mère de Michaela ne s'est jamais prononcée sur la question. Quoi qu'il en soit, il a participé aux recherches et précisons qu'il n'a jamais rencontré une seule fois l'adolescente. Alors pour les partisans de cette théorie, peut-être qu'elle pensait rencontrer son père, mais qu'un inconnu s'est joué d'elle et qu'il en a profité pour aller à sa rencontre avec de mauvaises intentions. Troisième théorie, celle du crush. Il apparaît que Michaela a reçu un bouquet de fleurs envoyé à son lycée à l'occasion de la Saint-Valentin. C'était quelques mois avant sa disparition. Il n'y avait pas de carte. Il semblerait qu'il ait été envoyé via Internet. Alors quand son entourage lui a demandé de qui venaient ces fleurs, elle n'a rien voulu dire à personne. Mais la police a trouvé cette personne. Elle n'a pas révélé qui c'était, mais après enquête, elle a éliminé cette personne de la liste des suspects puisqu'il s'avère qu'il était en Amérique du Nord au moment de la disparition de Michaela et non au Canada. Autre théorie encore, serait-ce Christopher avec qui elle chattait avant sa disparition? Par chance, les policiers ont réussi à le retrouver. Christopher vient de la Caroline du Nord et il a accepté de répondre uniquement par email à certaines questions, seulement des enquêteurs, refusant de répondre à la plupart d'entre elles, disant que c'était des conversations personnelles. Il a dit qu'à l'époque où il a échangé avec Michaela, elle se sentait très mal. Christopher a dit aux enquêteurs qu'il avait pour habitude d'aider des gens qui étaient déprimés. Il les aidait à se reconnecter avec Dieu et c'est ce qu'il a fait avec Michaela. Et les choses, dit-il, ne sont pas allées plus loin. Les enquêteurs se sont demandé s'il a pu aller au Canada le jour de la disparition de Michaela, mais ils n'ont rien trouvé.
Idem pour le mal-être de Michaela. Ils n'ont pas pu le vérifier. Seuls quelques indices ont l'air de montrer que si mal-être il y avait, c'était plutôt quand elle avait 14 ou 15 ans et que tout avait l'air de bien aller depuis pour elle. Enfin, ça c'est d'après la mère, mais il semblerait que sa mère avait honte des problèmes que pouvait rencontrer Michaela et qu'elle souhaitait par tout moyen sauver les apparences auprès de l'entourage. Oui, tout va bien, ma fille est très heureuse. Enfin, Christopher a dit aux enquêteurs qu'elle parlait avec énormément d'hommes sur Internet, car elle avait un besoin viscéral de savoir qu'elle plaisait. Autre théorie encore, serait-ce ce Josh? Le problème, c'est que son nom de famille, c'est compliqué. Rechercher un Josh aux États-Unis ou au Canada, c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Ce nom est extrêmement répandu. Le seul Josh que les enquêteurs ont réussi à identifier est un Josh qu'elle avait rencontré quelques années plus tôt à un rassemblement religieux pour les jeunes. Mais interrogé, il leur a dit qu'ils ne se sont plus parlé depuis au moins 3 ans. Alors en toute logique, il a été éliminé de la liste des suspects. Autre théorie encore, et c'est la 6e. Michaela souhaitait-elle aider quelqu'un? On savait qu'elle était altruiste. Elle aimait aider son prochain, alors peut-être qu'elle a eu pitié de quelqu'un qui lui avait demandé son aide. Prendre le bus, déposer l'argent et revenir pour la fin de ses cours. Ses allers-retours au lycée font penser qu'elle comptait, comme je vous le disais, revenir en fin de journée. D'ailleurs, petite parenthèse, normalement, dans l'école de Michaela, en cas d'absence d'un élève, les parents reçoivent automatiquement un message vocal automatique dans la journée les prévenant de l'absence de leur enfant. Or, la mère de Michaela a toujours soutenu que jamais elle n'a reçu cet appel automatique. Bref, beaucoup d'élèves de beaucoup d'écoles ont témoigné de la façon dont on pouvait contourner ce système et éviter l'appel automatique aux parents. Il faut pour ça se présenter à l'heure pour pointer, si j'ose dire. Ne reste plus alors qu'à quitter l'établissement par une autre porte que la porte d'entrée, comme l'a fait Michaela. Autre théorie, et c'est la dernière, et c'est d'ailleurs celle qui est privilégiée par la famille ainsi que les enquêteurs, celle du chantage. Les enquêteurs et la famille pensent que la jeune fille a rencontré un homme en ligne, elle a dû lui envoyer des photos intimes et il lui aurait ensuite fait du chantage, l'obligeant à le rencontrer pour ne pas divulguer les photos. Ça pourrait expliquer tous les messages et son comportement étrange. Ce qui est sûr, c'est que Michaela avait rendez-vous avec quelqu'un. En témoignent ses agissements la veille, ou encore lorsqu'elle a demandé à une amie de l'amener à la banque tôt le matin de sa disparition, sa volonté aussi de réserver une chambre d'hôtel, et ce quelqu'un l'a piégée. Lui a donné rendez-vous dans un endroit de la ville dénué de caméras, et l'aurait peut-être cherché en voiture. Michaela a essayé de réserver un hôtel, ça montre sa volonté de ne pas trop s'éloigner, comme de garder le contrôle de la situation, mais ne pouvant pas, elle a fait confiance à cet inconnu qui en a profité pour l'emmener loin et ailleurs. Elle a passé beaucoup de temps au téléphone ce jour-là. La personne au bout du fil lui donnait-elle des instructions? Ses allées et venues étaient-elles la preuve de son hésitation à aller au bout de la rencontre? Et les multiples appels de son interlocuteur des tentatives pour la convaincre d'aller au bout et donc de la tirer hors de la ville? Qui sait, quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas à ce jour ce qu'il est advenu de Michaela, et une récompense de 50 000 $ est offerte pour la retrouver. Dites-nous ce que vous en avez pensé et quelles sont vos théories en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram LilaXLilia, à faire un tour sur le Tipeee de YouCrime pour soutenir la chaîne. Likez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu et par-dessus tout, prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.